Cette semaine, au face-à-face, je reçois un ami personnel, un humoriste, un photographe, un musicien. Un saltimbanque. Hein? Un saltimbanque. Un saltimbanque, comme tu veux. Un gars qui est sorti de l'École nationale de l'humour en 2007, Ouais. qui revient aux sources tranquillement. Ouais. Donc, on va être capable d'en parler aussi. Alex Champagne, Salut. merci d'être là. Ça me fait plaisir, man. Je trouve ça le fun, tu vois, là. Ben oui, moi je trouve ça le Parce fun que- d'être là. Je trouve ça le fun que tu parles de combat, que tu aies une tribune où tu parles de ce métier-là, parce que moi, je m'intéressais à toi bien avant ce monde-là, moi. Tout le monde qui sont ici, c'est des nouveaux. Toutes les autres. Parce que toi, tu es un fan de combat, Oui. mais je veux qu'on parle surtout. Tu m'as suivi en camp d'entraînement. Tu m'as Ouais. suivi surtout à la coupe de poids aussi. C'était en 2015. Ça, c'était en 2015. Ouais, c'était à l'UFC 186. C'est ça. Tu te battais contre le gars blond, là. Joe Riggs. Puis tu m'avais dit, il est vraiment moins fort que je pensais. Ouais, ça se ça peut. m'avait fait capoter. Le gars, il était quand même. Ouais, brillant. c'était un bon baraqué. Ouais, puis c'est t'as dit, vrai. il faisait vraiment moins fort que je pensais. Ouais, parce que ce gars, il avait bien de l'expérience, puis c'était un gros striker, un gaucher. Mais non, finalement, ça a bien été. J'avais gagné Ah oui. par décision au Centre Bell. Ça a été vraiment cool. Mais je veux qu'on parle de. Tu sais, t'as pris des photos extraordinaires de là. Ouais. J'ai regardé encore aujourd'hui, puis des photos quand j'étais en train de couper du poids. J'étais venu dans le vestiaire, le sauna, les bains après à la chambre d'hôtel. Juste Permets- cette série-là, juste Ouais. dit de même hors contexte, C'est assez c'est bizarre. très romantique. C'est très romantique. vraiment romantique. Ouais. Mais parle-moi de ça. C'était la première fois que tu étais quand même conscient ou ben non, témoin de ça, d'une coupe Ouais. de poids de même drastique. Ben, je savais que ça se passait, mais je comprenais pas pourquoi. Puis encore aujourd'hui, j'ai des questionnements sur la pertinence de passer à travers ce processus-là. Ouais. Parce que pour moi, c'est comme changer l'heure. Tu sais, moins 1 plus 1, à la fin, tu fais, ben, ça revient au même. Tu sais. Ouais. Dans ce temps-là, on se connaissait pas beaucoup. On savait qui on était, à mon souvenir. Puis je pense que c'est ton ami Joe, me semble, avec qui j'avais parlé, puis tout ça. Puis j'avais demandé, je t'avais demandé sur Instagram, je me souviens pas exactement comment ça s'est passé. J'ai dit, je peux-tu te suivre pour un camp de combat? Fait que j'avais envie de prendre des photos de toi quand tu t'entraînes. Puis je voulais voir la coupe de poids. Puis à un moment donné, on est arrivé là parce que j'arrivais comme vers pas la fin, mais tu sais, mettons, c'est quoi, ça durait 3 mois, puis j'arrivais comme dans le dernier Ouais, dans les dernières 3 semaines, ouais. C'est ça. Puis je me souviens, puis je te posais souvent des questions, puis t'avais le char à jour, c'était comme un vieux Subaru, parce que ton char était au gars. En tout cas, je me souviens pas, mais c'était vraiment drôle, tu sais. On était tous les deux dans le char, en plein hiver, il faisait fret. Puis j'arrêtais pas de te poser des questions. Puis à un moment donné, t'as dit là, t'as-tu d'autres questions? T'étais comme un peu à bout. Ben, ça, Parce que t'étais en couple de. Je me souviens, man, t'avais fait 2 ou 3 entraînements cette journée-là. Ça commençait en endurance, me semble, dans un gym sur la Rive-Sud. Puis après ça, t'allais faire du combat sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ouais, BTT Canada. Ouais. C'est ça. Puis c'était pas des petits entraînements, là. Puis t'as mangé 3 amandes, me semble, dans ta journée. Tu sais. Ouais, c'est J'étais ça. comme, aïe, aïe, aïe. Moi qui est diabétique, tu sais, qu'il faut que je check mes affaires, je me disais, je sais pas comment tu fais pour en arriver là. Fait que je me souviens, je prenais des photos pendant tes entraînements, tout ça. Puis plus intensivement la coupe de poids. Puis je pense que la première fois que j'ai constaté là, la difficulté de ça, c'est quand c'était au sauna. Me semble que c'était un gym à Belleuil. Si on avait fait ça, non, c'était à Saint-Basile. C'est ça, exactement. Ouais. À Saint-Basile, puis je t'avais suivi là dans le sauna, puis t'avais ton suit, puis je me disais, pourquoi tu te fais subir ça? Ouais. Mais t'as perdu combien de livres en... Ben, moi, je déshydratais à peu près 20-22 livres en 18 heures. Fait que, mais moi, j'étais capable de le faire, mais tu sais, je peux pas faire ça demain matin. Il y a un processus à faire. Ouais, puis ben oui. Avant, puis tu sais, la réhydratation après aussi, c'est super important. Mais tu sais, je me souviens, là, tu sais, il y a des photos. Tu sais, quand tu es dedans, tu sais, tu t'en rends pas trop compte. Tu sais que c'est rough, puis tu sais, j'ai passé par là plusieurs fois. Ouais. Fait que, tu sais, le corps ne réagit jamais de la même façon, mais tu sais que c'est rough. Mais on dirait, là, en photo, puis c'est pas une photo après avec un iPhone que tu vas me dire que ça marche quand même. Là, parce que, Ça marche quand même. mais il reste que ces photos-là, tu es capable d'aller chercher comme la détresse. Écoute, La man, détresse dans mon corps, dans mon regard, de dire OK, là, c'est rough. Là. mais c'est parce que je l'ai... Pas que j'ai été en détresse, mais tu sais, quand tu connais quelqu'un, tu côtoies cette personne-là au quotidien, puis tu la vois, mettons, qui commence à s'entraîner ou à manger différemment, puis son corps change, que ce soit une prise de poids ou une perte de poids. Une personne qui va perdre du poids, que tu la vois au quotidien, tu t'en rends pas compte. Parce que tu vois les petits changements tous les jours. Fait qu'à un moment donné, la différence entre le jour 1 et le jour 50, mettons, est pas si grande. Progressive. Toi, t'en as perdu tellement vite que même moi, j'avais peur. Puis je me disais, à un moment donné, je t'ai dit, t'as la shape d'une jeune fille qui a des troubles du comportement alimentaire.
Puis c'est pas pour insulter personne, mais je te dis, Pat, c'est l'image. je regardais, je me souviens de toi la peser à 170. 170, c'est 10 livres de moins que ce que je pèse maintenant. Fait que je sais pas si vous avez vu ma shape, là, mais pour que toi, tu pèses 10 livres de moins que ce que je pèse là, man, c'était vraiment extrême, là. C'était pas... Puis pas que j'avais peur, tu sais, mais je me disais, il va-tu survivre? Y a-tu pogné de quoi entre-temps? Puis on le sait pas, genre? Y a-tu comme une maladie dégénérative? C'est normal de penser ça, parce que, tu sais, je m'en vais vers la mort. C'est Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, si t'en vas au collège des médecins, ils vont pas te montrer comment te déshydrater. Là. Non. Il y a pas un cours là-dessus. Fait que tu fais ça avec essai-erreur puis tu trouves une bonne façon, mais... Puis quand tu fais des erreurs, tu meurs, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est truc. ça. Tu dis, ce processus-là, tu le comprends pas, mais jamais je vais conseiller à quelqu'un de faire ça. Ben non, Moi, ça a été un choix personnel, parce que puis, ça a donné un autre 4-5 ans à ma carrière de me battre dans 170 livres, parce que les gars à 185 faisaient la même chose, mais ils partaient à 220. Là. Le gabarit était bien trop gros pour moi. Au talent égal, à un moment donné, le gabarit va rentrer en ligne de compte, mais il y a une manière de le faire plus sécuritaire. Ouais. Et il y a pas... Le risque zéro n'existe pas. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, je sais pas, puis on les retrouvera les photos, puis si tu peux les faire passer pendant le montage, tu sais, quand t'es dans le bain, ou quand t'es dans le sauna, ou juste la peser. Moi, j'ai réussi à te suivre jusqu'à la peser. C'est ça, c'est un envoi. T'as réussi à monter sur le stage. Puis je sais pas comment t'as fait, là. Ben, moi, je fais souvent ça. Quand il y a des événements, des choses comme ça, que je suis des gens, je suis vraiment bon. Je pense que c'est dans l'attitude. C'est quand tu fais croire au monde que t'as rapport là, ils te laissent passer. Mais t'avais pas d'accréditation, J'avais t'avais pas rien. d'accréditation, T'as réussi à rien, passer puis- backstage, ben- monter sur le stage de la pesée du UFC. Ben, puis la UFC, les bodyguards, les gars de sécurité, Ouais. c'est pas des gars, des petits gars qui sont checkent là des pour banques une raison. laurentiennes à Saint-Hubert. Là. Tu sais, c'est vraiment des goons, là, sont immenses. Puis moi, je faisais juste passer, je les tassais. Puis je passais pour te suivre, il faisait oh, excusez, puis il s'excusait. Moi, j'étais comme ah. Puis j'allais prendre des photos à la pesée, mais j'avais zéro droit. Ils m'ont pogné un moment donné, ils ont fait comme hey, t'as pas de catch? Comme non, je l'ai laissé, c'est bon, mais j'ai fini. Fait que j'ai juste sorti, j'ai pas eu de merde. Mais ça aurait pu, pas mal virer, mais ça m'a permis de faire les photos. Puis je te dis, man, je vais toujours me souvenir, parce que j'étais pas avec toi quand t'es monté sur la pesée, mais j'étais comme dans la salle, puis j'ai vu sa télé. Avec l'éclairage, puis tout ça, t'étais gros de même. Puis j'étais comme, j'espère qu'il va être correct. Puis moi, dans ma tête, quand tu finissais ça, parce que je t'allais te rejoindre après, puis je me dis, il va s'empiffrer, là. Il y a quelque chose qui l'attend. Il y a genre un buffet, mais tu mangeais des petits fruits dans un Tupperware. Ah, ben c'est ça, la réhydratation puis la reprise de poids est 10 fois plus importante que la déshydratation. C'est bien important. Ben, c'est là que tu m'avais dit, là, ben, je suis monté sur le stage. C'est ça, Je check les photos. Là, dans ma tête, j'étais encore trop déshydraté pour comprendre ce que tu me disais, parce Ouais. que je comprenais pas. J'étais, ouais, tu me niaises, comment t'as fait? Il y a personne qui fait ça. Là. J'ai juste passé. C'est juste Il y avait du monde qui bloquait pas le passage. Fait que moi, s'il y a une ouverture, je vais y aller, tu sais. Mais ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Puis il y a un truc que je veux dire aussi, c'est que je sais que quand, mettons, tu manges pas beaucoup, tu t'entraînes énormément, puis t'es vraiment dans un mindset, t'es concentré. C'est long quand même, un camp d'entraînement. Toi, tu faisais quoi, 3 mois, je pense, à peu près? 2 mois à peu près. Là. C'est ça, tu sais, c'est pas long, 2 mois, mais 2 mois dans cet état-là d'esprit, Intensif, ouais. savoir qu'est-ce qui s'en vient, la prise de poids. Puis j'ai trouvé que tu étais extrêmement généreux sur comment tu m'informais de ce que tu faisais. Puis à un moment donné, je me dis, tu sais, t'es quand même parce que c'est très violent comme sport, mais dans la vie de tous les jours, les gens qui connaissent pas Pat, t'es Non, le gars le moins agressif que je connaisse. Je peux pas t'imaginer pogner les nerfs. Je t'ai vu dans des situations qui étaient choquantes, tu sais, des fois. Puis j'ai pas jamais senti ça. Fait que quand j'étais avec toi, des fois, je me disais, je sais pas comment qui, tu sais, quand il est il est en train de crisser des coups de poing dans tout ce qu'il voit parce qu'il est dans son personnage de combat, tu sais. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis on dirait que c'est ça que je trouvais intéressant aussi, de montrer aux gens de la UFC. Tu sais, nous autres, ici au Québec, on avait toi, on a Georges Saint-Pierre, Olivier Aubin, puis plein d'autres. Puis c'est pas des gars qui jouent des rôles, tu sais. C'est des gars qui font ça parce que c'est ça qu'ils aiment faire. Puis il y avait pas le... Puis je trouve qu'il y a ça dans la UFC maintenant, beaucoup, le personnage, tout le théâtre autour, un peu comme la lutte, là, tu sais. Puis là, je me dis, Caroline, puis ce que j'aimais d'être avec toi, c'est que c'était vraiment... c'était très terre-à-terre, qu'est-ce qu'on faisait, tu sais. Je savais pas à quoi m'attendre, puis j'étais vraiment pas déçu. J'ai aimé ça, que même toute l'équipe autour de toi soit des gens vraiment terre-à-terre, tu sais, qui veulent que tu réussisses. Puis il y avait pas de « on va le péter », puis de violence non nécessaire. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est sûr que ça aurait pas été la même affaire si j'avais été dans le camp d'une personne qui a pas ce persona-là, tu sais, qui est vraiment over the top, puis que c'est vraiment gossant. Mais je pense que les gens qui réussissent, justement, c'est pas des gens qui font ça
parce qu'ils sont fâchés à la base, tu sais. Non, ben la mentalité a beaucoup changé. Tu sais, c'est sûr que là, 15 ans, il y avait beaucoup de bad boys, des street fighters qui puis se battaient dans la rue, de quoi de même. Là, tu sais, là maintenant, c'est des athlètes qui font les arts martiaux mixtes. C'est plus des combattants qui font du sport et des combats extrêmes. C'est La ça. nuance est vraiment différente. Mais c'est sûr qu'on n'a pas tout le même minding. Mais il reste que, comme tu dis, moi, je me suis jamais battu dans la rue. Là. Moi, c'était un sport que j'aimais. Ça a donné que c'était un sport qu'on se tapait dessus. Puis c'était un sport qui. La violence, ça vaut ce que tu veux. Là. Moi, je trouve que c'est plus un sport de contact qu'un sport de violence. Mais il reste. C'est vrai que c'est juste du contact. C'est du contact très rapide, super fort dans des gueules. Oui, mais tu sais, j'ai dit souvent, puis je pense que j'ai dit souvent ici, je trouve ça bien plus violent à cross-check au hockey dans la bande de dos que deux gars dans une cage entraînés, volontaires d'être là, puis qui savent ce qu'ils s'en vont travailler. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, j'ai jamais compris la bataille au hockey, mais quand ça arrive, je suis au Centre Bell, je suis le premier à me lever debout pour faire « Ah ouais, collision! » Mais je comprends pas, tu sais, puis t'as raison, c'est deux adultes qui sont comme, ben nous autres, c'est ça qu'on fait dans la vie, mais je trouve que c'est le sport où il y a les gens à l'extérieur qui sont les moins violents. C'est sûr qu'il y a des cas, puis on pourrait s'en parler, là, mais il y a des cas extrêmes de combattants. Mais je trouvais qu'à l'époque de Georges, mettons, à ton époque, à toi, c'était plus sur la discipline, le craft, le combat, comment on va faire. Il y avait comme une intelligence, une réflexion. Puis maintenant, j'ai l'impression que les gens qui arrivent, c'est comme, ils pètent à la gueule, le gros show, le presser. Puis là, tu fais... Avant, c'était un sport-spectacle. Maintenant, c'est un spectacle-sport. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais c'est sûr que la game a changé. Connor a changé beaucoup la game parce qu'il a fait beaucoup d'argent. Connor, là, il a échappé. C'est triste. Là. Ouais, là, c'est triste. Mais dans ses bonnes années, là, il faisait beaucoup d'argent parce que, oui, il était capable de vendre un combat, mais il backait ce qu'il disait aussi. Il y avait les performances sportives qui venaient avec. Penses-tu que c'est de la chance, honnêtement? Ah non. Il était vraiment talentueux, oui. Ouais, il est très, très, très bon. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. L'argent, il n'a pas changé. L'argent, il a fait montrer qui était pour vrai. C'est ça. Moi, c'est ça que je dis tout le temps ça. Fait que là, il a échappé. Mais il reste que, oui, c'est un très bon athlète. C'est un gars qui avait un timing extraordinaire puis un sens du spectacle. Puis après ça, tout le monde a embarqué là-dedans. Puis il a dit, OK, c'est une business. Il faut se vendre maintenant. Puis là, l'UFC a vu comment il s'est vendu, comment il a rapporté à l'organisation. Fait que là, l'UFC, si ton investissement sur le combattant ne te rapporte pas plus, bien là, ils sont moins tentés de te mettre dans des bonnes positions pour te battre ou te payer moins cher. Fait que les combattants ont compris ça. Fait qu'ils essaient tous de se vendre d'une façon, peu importe, pour attirer l'attention sur eux autres. Mais ça te met plus de pression. Puis de deux, il faut que tu sois capable de livrer la marchandise aussi. Mais je trouve que ça fait en sorte que si tu as hypé la chose puis tu n'es pas capable de livrer, ben non, c'est ça. Ben, ça écourte ta carrière encore plus. Alors que à l'époque, mettons, il y a 10 ans, je trouvais qu'il y avait quand même une deuxième puis une troisième chance à ces gars-là. Je trouve ça plus difficile de suivre quelqu'un aujourd'hui dans son parcours, tu sais, puis en même temps, tu fais pas 15 ans dans l'UFC. Il y en a-tu qui ont fait... Moi, j'ai fait 15 ans. Toi, t'as fait 15 ans? C'est vrai? Ouais. Calvaire, mon gars. Ah, c'est long. Puis je me souviens, quand t'as pris ta retraite, quand t'as laissé les gants, je me souviens, t'es allé faire des tests cognitifs pour le cerveau, tout ça, puis là, tu m'avais dit « j'ai rien ». J'ai dit, rien, Chris. T'as rien. De quoi tu parles? T'as rien. J'ai vu voler que t'as mangé. De quoi t'as rien? J'ai dit, tu sais, je faisais du sparring avec un de mes amis à un moment donné léger, puis j'avais mal à la tête pendant 2 semaines. Tu sais, de quoi t'as rien? T'es comme, j'ai rien. Puis je trouve ça fascinant parce que ton parcours aussi avant dans l'armée, ton parcours dans l'UFC, tu sais, tu t'es pas dit, je vais faire un job simple où mon corps est en sécurité. Puis là, tu me disais, j'ai rien. Non, ben, tous les 2 ans, je fais des tests neurologiques aussi. Puis t'as rien du tout? Ben, j'ai pas de symptômes post-commotion. Wow. Mais ça peut se déclencher n'importe quand. J'ai jamais eu de grosse commotion. Non, mais c'est vrai. J'ai jamais eu de gros KO. Je me suis jamais fait knocker out cold comme ça. Mais ça veut pas dire que j'ai jamais eu de commotion. J'ai 34 combats, mais j'ai 15 ans de points sur la tête. Là. Ça s'entend. Fait que je pense que c'est important de faire un suivi là-dedans et de prendre soin de nous autres. Là. Mais tu as mangé des bonnes volées. Ouais, j'ai mangé des bons coups. Qu'est-ce qui fait que t'as pas... Là, c'est toi l'invité maintenant. Ouais, Qu'est-ce qui fait que t'es pas tombé KO? C'est-tu physiologique? Oui, exact. C'est de la manière dont ton ossature est faite. C'est sûr que tu peux apprendre à rouler avec les coups, mais quand tu dis que quelqu'un a un bon menton, il s'est pas entraîné pour ça. Okay. Si tu as une bonne capacité d'encaisser des coups dans la vie de tous les jours, ça sert à fuck all. Mais moi, de ce que j'ai fait, ça m'a sauvé la vie une couple de fois dans des échanges coup pour coup. Mais c'est de la manière que ton ossature est faite. Ta mâchoire, ton crâne ou peu importe. Mais tu peux pas aller au gym et dire « Hey, Alex, tape-moi dans la face, je vais m'endurcir le menton. » Ça va faire le contraire. C'est ça, exactement. Tu vois des fois des professeurs ou des maîtres de dojo donner des claques aux mecs dojo. Hey, écoute, là, ça, moi, j'en reviens pas. T'sais. Moi, je sais que j'ai eu une bonne commotion quand j'étais très jeune. On m'a fait tomber sur le derrière de la tête sur la glace. Un gars qui s'est mis en petite boule en de moi. Puis
Puis je sais que j'ai pas de séquelles, j'ai rien, mais je sais que je suis fragile, tu sais, un coup à la tête ou des fois je me tire avec des amis, tout ça. Fait que je peux pas imaginer 34 combats, 15 ans de coups de poing. Mais tu sais, je me suis déjà fait ébranler, mais tu sais, jamais knocké. Mais tu reviens, puis après ça, dans les semaines qui suivent, tu t'entends pas des voix? Ou... Non, pas encore. Pas encore. Non, mais ça, je te dis, ça peut se déclencher n'importe quand. Du jour au lendemain. Je continue à faire des tests, tu sais, puis je pense que c'est important. Tu sais, je dis, moi, j'ai pris ma retraite à 37 ans. Elle dit, OK, mon corps est magané, mais ma tête est encore toute là. Tu sais, j'ai 2 kids, est-ce que je vais être capable de faire le devoir? Puis, mais tu es encore en forme, dans le sens où ça... C'est sûr que c'est taxant sur un corps, la déshydratation puis tout ça, mais est-ce que tu sens qu'il y a des séquelles de ça? Encore une fois, pas encore. La déshydrate extrême que j'ai faite, c'est horrible pour les organes vitaux. Là. Les reins, le cerveau, c'est dégueulasse. Pour ça, c'est pour ça que je te dis, jamais je vais conseiller à quelqu'un de faire ça. Là. Mais si t'es vraiment boqué et tu veux le faire, je vais te donner les outils pour le faire pour que ce soit le plus safe possible, mais c'est jamais safe. C'est quand même... Parce que moi, je disais, anyway, à la base, je te disais sans joke, mais à la base... C'est ça, mais je disais à la base, t'es pas très brillant. Fait que c'est sûr que tu peux pas scraper quelque chose. Que j'ai pas. Puis là, en plus, t'es brillant, c'est ça le pire. Fait que je me disais, Chris, comment qu'il fait pour... Ben, j'en profite pour le temps qu'il reste. Hein. C'est ça. On sait jamais quand ça va arriver. Hey, parlant de pas brillant, je veux parler de contrat de gars. Oui. Parce que, tu parlais des combats, de l'ancienne mentalité, puis la foule aussi qui est là, que moi je dis tout le temps, puis je veux pas manquer de respect envers les fans des arts martiaux mixtes, mais tout le monde a évolué avec le sport, les partisans. Je trouve que les partisans d'arts martiaux mixtes, des fois, ils sont peut-être un petit peu en retard. Tu trouves? Un petit peu. Et là, je généralise beaucoup, OK? Surtout quand tu vas avoir des galas plus régional. C'est encore arraché à la tête puis faisait des twists. T'entends encore des affaires dans le même. Mais, tu sais, contrat de gars, c'est 2 cabochons, 2 mâles alpha déguisés. C'est-tu un peu pour rire de taquiner ce genre de monde-là? Moi, là, à la base, contrat de gars, j'ai fait une impro avec Joe Roberge ça doit faire 20 ans de ça. Puis c'est Mathieu Genet qui fait Jeb le chasseur qui avait donné le thème de l'impro, c'était contrat de gars. Puis à l'époque, à la télévision, il y avait l'émission Testostérone avec Mike Ward, François Mascotte, Marc Boilard, puis j'oublie toujours la dernière personne. Puis je m'étais Mercier, Jean-François, non, je me souviens pas c'était qui, mais je trouvais ça tellement cave. Mais en même temps, eux autres aussi savaient que c'était comme une parodie de la masculinité. Puis je m'entraînais à Repentigny au Énergie Cardio sur le bord de la 40. Puis il y avait 2 gars qui étaient toujours là. Puis là, ils se tâtaient. Puis ils étaient comme « Est-ce qu'on est mâles? On n'est pas des fifs! » Puis j'étais comme « Les gars, c'est correct, vous pouvez sortir ensemble. » Je sentais qu'il y avait une tension autre que juste le sport. Puis moi, je me disais « Caroline, je trouverais ça dommage qu'ils essaient de masquer ça par autre chose. » Fait que tout ça mis ensemble, à un moment donné, on avait des séries web à faire pour justpourrire.tv qui est parti presque en même temps que YouTube, quelques années après, puis qui n'a pas fonctionné finalement parce que YouTube était trop gros. Puis ils nous avaient demandé de faire du contenu. Puis j'avais dit « Hey, ça serait cool de faire une parodie de l'émission Testostérone. » Puis Contrat de gars est parti de là. Si tu regardes l'épisode 1, 2, 3, 4, on est comme fâchés. Non, 1, 2, 3, on est vraiment fâchés, puis c'est ultra vulgaire. Genre, on passe des doigts, puis on rappelle pas. Puis l'épisode 3 ou 4, c'est Rakam le pirate qui arrive. Puis là, on dirait qu'on pogne la twist de « OK, c'est vraiment, vraiment stupide. C'est assumé que c'est une joke. » Puis on est parti de là pour faire le reste. Puis aujourd'hui, le retour est motivé évidemment par la montée de ces éléments-là que je trouve tellement... Tu sais, de lier ton identité à ton genre, je suis comme relax. Là. Oui, t'es un homme, t'es un père, tout ça, je comprends. Mais il y a comme une limite à un moment donné où est-ce que c'est correct. Là, t'es pas obligé de manger du métal pour me prouver que t'es une bonne personne. Il y a d'autres façons de faire les choses. Puis nous autres, c'est pour ridiculiser ça un peu, tu sais. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que les gens qui nous disaient « Vous avez pas peur que les woke, si ça les dérange? » Ben c'est les gens qui rient le plus de nos affaires. Puis c'est les gens qui crient à la liberté d'expression, qui sont fâchés parce qu'on reçoit Mona de Grenoble, mettons, dans les épisodes. Puis on reçoit plein de gens, puis nous autres, on veut pas faire de statement politique ou quoi que ce soit. Tu sais, je me souviens récemment, il avait annoncé les 5 nouvelles stations de métro, il avait donné des noms, dont certains des noms de femmes. Puis là, ben, avec la page de contrat de gars, j'ai repris ça, fait que j'ai pris toutes les stations de métro, je les ai changées pour d'autres noms. Puis Manon Réon me revenait 9 fois sur les 50, 60 quelques stations. C'est juste ça le gag, tu sais. Il y a pas de... Ça va pas plus loin, parce que moi, j'aime ça laisser la place à des conversations, évidemment. Je serais game de parler avec du monde qui sont mâles, alpha, masculinistes à côté pour faire comme comment... J'essaie de catcher comment ça marche dans votre cerveau.
Puis Contrat de gars, c'est que des jokes, là. Il n'y a pas de... Il y a un certain poids moral, si on veut, mais j'ai d'autres choses aussi dans ma vie. Là, c'est des jokes. Ben, c'est des jokes, asti. Tu sais, la station Iberville qui devient Manon Réaume, puis l'autre après qui s'appelle Ma, puis l'autre non, puis l'autre Ré, puis l'autre Homme, Manon Réaume. C'est mané à l'eau, là, tu sais. Puis il y a des gens qui sont fâchés des fois, qui viennent nous écrire, sont en tabarnak, ils sont comme, là, j'en reviens pas, une drag queen qui fuck nos enfants, puis là, je suis comme, Ah ouais, hein? c'est tough avoir des conversations avec des gens comme ça, mais il faut les avoir, ces conversations-là. Parce Comme l'impression que c'est plus eux autres qui fuck leurs enfants. Ben, peut-être. Je le sais pas. Je suis pas là. C'est peut-être des vraiment bonnes personnes. Puis ça, ben, ils sont comme, esti, voyons donc que c'est ça. Idéalement, tu mets ces gens-là de ton bord, tu sais, I guess. Ouais. Mais c'est pas ça la mission de Contrat de gars. La mission de Contrat de gars, c'est de prendre tout ce qui passe, de le virer en deux épais qui veulent tout rendre viril, puis de partir avec ça. Puis moi, c'est juste parce que j'ai du fun avec un de mes meilleurs chums, là. C'est la seule et unique raison pourquoi tu sais, je fais moi, je suis ça, un grand fan depuis oui. le jour 1. T'es venu même. Oui, exact. J'étais Tu allé. reviens en plus. Puis je reviens exactement. Mais je suis bien content de participer à ça. Mais moi, je suis un gros fan de ça parce que ce deuxième niveau-là, que si tu es capable de le comprendre, là, tu sais que c'est une grosse joke. Puis c'est drôle. Puis tu sais, c'est une parodie de bien du monde que tout le monde connaît. aux alentours de nous autres, puis on dit « Ah, il me fait penser à lui. » Ou quoi de même qu'il y a des idées arrêtées sur bien des affaires. T'sais. Ben, c'est comme... Tu sais, j'ai fait à un moment donné, c'était le mois de la fierté en juin. Puis là, je dis sur Contrat de gars, comme c'est le mois des fiertés, puis vous avez vraiment de quoi être fier. Puis là, je descends, tu sais, mettons, les personnes trans, les lesbiennes, les homosexuels, les gays. Puis là, je dis, c'est le fun d'être lesbienne, tu peux manger un bloc d'oignon de la cage au complet sans broncher. C'est ça le gag, tu sais. Puis là, il y a des gens qui me disent, t'es sûr, tu vas pas choquer? Je suis comme, hey, asti, faut pas qu'on laisse ça rentrer. Puis, tu sais, j'ai des amies lesbiennes qui étaient comme, t'es vraiment cave, c'est fucking drôle. Puis c'est vrai qu'on peut manger des blocs d'oignon. Puis, tu sais, je pense que les gens concernés prennent beaucoup mieux la joke que les gens qui sont fâchés à leur place. Puis moi, c'est ça qui m'énerve. C'est quand les gens, ils viennent hijacker un enjeu social pour être fâchés à la place des autres. Si j'ai des personnes trans ou des filles lesbiennes ou des gars gays qui m'écrivent, qui me font... Je pense que celle-là, tu l'as poussé un peu trop loin. Là, je vais le considérer, tu comprends? Je vais avoir la conversation avec qui de droit, mais à date, c'est jamais arrivé. C'est pas arrivé qu'on a choqué des gens parce qu'on a fait des jokes sur les hommes. Tu sais, on le dit dans le Contrat de gars, on capote ces homosexuels parce que c'est des gars qui couchent ensemble. Y a-tu de quoi de plus viril que ça? Les gars sont juste... Ils s'en crissent de ça, eux autres. Ils sont pas au courant. C'est juste, wow, deux gars qui se redonnent des pouvoirs, tu sais. Michel est fatigué, je vais le fourrer puis je vais lui redonner sa virilité, tu sais. C'est comme... C'est tellement stupide. Fait qu'on n'est pas dans la confrontation puis on veut pas être dans la réflexion. C'est juste ces deux estis d'épais puis comment ces gars-là réfléchissent en société et voilà, tu sais. Mais t'aides aussi Fondation Ciel. La Fondation Le Ciel, oui, exactement. Exact. Qui est je suis plus dans les opérations parce que je suis pas un gars d'opération. J'haïs les opérations. Mais je l'ai mis sur pied. Puis la Fondation Le Ciel, c'est des ateliers de bien-être numérique. Il y a des gens qui pensent que c'est un atelier pour la dépendance aux jeux vidéo, d'autres qui pensent que c'est sur le bullying. On l'aborde, évidemment, mais la base, c'est vraiment 50% de l'atelier, on donne de l'information scientifique aux jeunes par rapport à comment les environnements numériques fonctionnent, fait que plateforme de messagerie instantanée, applications de rencontres, réseaux sociaux et compagnie. Puis l'autre 50%, on leur pose des questions, puis on les écoute, puis on sert du data pour faire de la recherche, puis faire avancer, comme par exemple les recommandations qui ont été faites au gouvernement par rapport à ne pas avoir le téléphone à l'école, l'utilisation du temps d'écran et compagnie. Bien, en majorité, c'est de ma faute, ça. C'est pas moi personnellement, mais Emmanuelle Parent, la présidente, cofondatrice, puis toute l'équipe qui sont là-bas. Mais ça travaille fort, ce monde-là. Je veux dire, première année et demie, la Fondation a donné 50 ateliers, puis cette année, on va en donner 2000. Wow. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de présentateurs, on va partout au Québec, c'est gratuit. Fait que moi, c'est ça que j'aime faire dans la vie. J'aime ça. Je suis pas selfish. Moi, je mets la communauté bien avant l'individu. Tu sais, le travail personnel, je trouve, c'est assez limite. Si tu le fais pour être mieux en société, fine. Si tu le fais pour toi, pour devenir la meilleure version, puis si ça, puis tu es un self-made man, je suis comme... Ça sert à rien, parce qu'on si on n'a pas les autres autour de nous autres, on n'a pas grand-chose. Fait que ça m'a vraiment fait chier parce que j'essaye fort à tous les jours. Puis la majorité de ce que je fais, je le mets pas sur Internet. Mais si je fais un faux mot sur Internet, à ce style-là... Fait que souvent, ceux qui réussissent, on entend juste ça.
Ouais, le petit faux pas, le petit faux move, là, puis là, on va s'acharner là-dessus. C'est correct aussi parce que je pense que ça t'amène à avoir un standard de qualité élevé puis à te comporter comme du monde. Parce que si tu fais quelque chose de pas correct, Internet va te le dire. Ouais. Puis ça va. Sauf que quand ça tombe dans les insultes personnelles, les insultes à ma famille, mon intégrité, là, je suis comme, asti, on peut-tu avoir la bonne conversation? Fait que fight me, tabarnak. Fight me. Hey, je veux finir qu'on parle de ton retour sur scène. Ouais. Parce que, écoute, je trouve ça drôle parce que j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps. Je ne l'avais pas lu, mais je l'ai retrouvé, c'est à la presse. Quand tu veux devenir humoriste, devenir populaire et riche. Exactement. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Finalement, tu es devenu populaire et riche en faisant des photos de muffins, de muffins ouais. qui a très, très bien marché. Puis tu dis que tu as été chanceux. Moi, je crois pas à la chance dans la vie. Là. Les opportunités, il faut que tu sois là au bon moment. Il y avait un besoin de ça. Il y avait ce besoin-là. Tu as comblé un besoin. Puis, ouais, mais il y a plein de jeunes gars et de jeunes filles qui sont nés à la même place que moi, dans les mêmes conditions, qui ont la même démographie, qui n'ont pas eu ce que j'ai eu, tu sais. Fait qu'il y a eu des éléments de chance. Oui, on travaillait 10, 12, 14 heures par semaine. On a fait ça pendant 3 ans. Ça nous a coûté la famille, ça, tu sais. Mais il y a eu des bonnes... On a été chanceux, dans le sens où je sais qu'il y a des gens qui travaillent fort en ce moment pour faire de la photographie, puis ils vont jamais arriver à faire ça. Fait que c'est pour ça que quand je vois du monde qui struggle ou qui ont besoin, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu sais? Parce que moi, j'ai eu la chance de le faire. Puis une chose qui me gossait quand j'ai recommencé à faire de la photo numérique en 2007, c'est quand je posais des questions aux photographes, puis ils étaient comme, non, c'est un secret. Ah, ça, il va falloir que tu le découvres. J'étais comme, fuck you. Moi, quand je vais avoir les moyens puis les connaissances, je vais donner ça à tout le monde. Là. Je vais vraiment donner ça à tout le monde. Fait que, oui, je suis devenu populaire et riche pour finalement réaliser que ça change ça change rien. Puis j'ai le privilège de dire que ça change rien, là. Mais je vois pas en quoi j'étais plus heureux quand j'avais plus d'argent dans mon compte de banque versus quand j'avais 14-15 ans puis je jouais dehors avec mes amis aux guns puis aux épées. Là, tu comprends? Ben, peut-être plus jeune que ça, on jouait aux guns. Mais justement, tu sais, maintenant que tu as une sécurité d'emploi, mais peut-être que tu as fait quelque chose que tu aimes, tu reviens à tes premières amours. Est-ce que tu penses que tu vas apprécier plus monter sur scène? Parce que, tu sais, moi, je me souviens, un de mes meilleurs numéros, tu sais, je suis un grand fan de toi, mais tu sais, ta toune d'amour, Ouais. Une toune que tu avais faite, un show avec tes premiers... Mon premier gala... Ton premier numéro, je pense. Ouais, c'est un gala juste pour rire en 2007. On peut trouver encore sur YouTube. Ouais. Moi, ta toune-là me fait mourir de rire. Mais tu as dit, je me souviens, tu m'avais déjà dit, j'aime pas cette vibe-là. J'aime pas l'entourage, l'ego de l'humour dans ce temps-là. Tu sais, c'était dans le temps de Philippe Bond, c'est là, de tous ces gars-là. Mais là, tu sais, là, t'as comme fait la paix avec ça, t'as fait d'autres choses, puis là, tu reviens sur scène. Moi, je pense que tu le fais plus pour toi. Tu sais, il y avait de la demande, mais je pense que tu t'es dit, regarde, ça me tente de le faire, là, je vais y aller, pas pour faire plaisir à d'autres mondes. Bien, c'est ça l'affaire. C'est que quand j'évoluais là-dedans, au début, il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus, pas beaucoup d'opportunités de jouer, puis pas beaucoup d'opportunités de gagner sa vie avec ça. Fait que je comprenais le stress de certaines autres personnes qui voulaient tasser du monde pour être sur le podium, tu sais. Puis moi, j'ai pas une once de mon corps qui est compétitive. Je suis pas compétitif. Quand je trouve que les gens sont meilleurs que moi, je m'assois, je deviens spectateur, puis je suis vraiment content de savourer le spectacle. Vraiment beaucoup. Puis même en humour, en ce moment, il y a du monde extrêmement fort. C'est hallucinant le calibre. Puis il y a plus d'opportunités. J'en avais parlé, à tout le monde en parle. J'ai dit, qu'est-ce que je trouve qui a changé? Il y a plus de gens différents dans ce milieu-là maintenant qui font de l'humour. Puis je me suis fait accuser de vouloir farmer ma vertu. Mais l'affaire, c'est que il y a des entreprises qui engagent d'autres entreprises pour se demander comment changer la culture d'entreprise, avoir des gens différents, plus de diversité. Comment on est capable de transformer notre culture pour que les gens aient envie d'être là. Puis l'humour, c'est ça qui est arrivé naturellement. Il y a des gens qui se sont ajoutés, des gens qui ont des voix différentes, des gens qui viennent de tous les backgrounds. Puis le fait que ces gens-là soient là, on dirait que ça enlève une pression. Puis plus tu as des gens différents dans ton milieu, mieux c'est pour tout le monde. Puis c'est ça l'affaire que je voulais dire, à tout le monde en parle, c'est que à cause de plein de gens qui sont différents, qui font de l'humour maintenant, bien, il y a plus d'opportunités d'en faire. Fait qu'il y a plus d'opportunités de faire de la business. On a l'Internet, on a les réseaux. Tu sais, nous autres, avec Contre de Gonte, t'es les premiers, ou presque. Là, il y avait Idiot Fortier en même temps que nous sur YouTube, mais Contre de Gonte, t'es les premiers. On se faisait rire d'en face par des producteurs. Ça ne marchera jamais. C'était un budget web. On a fait peut-être, 300$ chaque jour, puis moi, en 4 ans de contrat de gars, tu sais, c'était rien. Aujourd'hui, tu pars un podcast, un Patreon, des choses comme ça. Pouvoir vivre de ta passion, c'est très possible. Mais parce qu'il y a du monde qui ont fighté pour ça, tu comprends? Qui ont fait de la place pour toutes les voix. Puis ben toi, tu peux trouver ta place, puis en vivre, puis faire ça relax, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis c'est ça que j'aime maintenant, c'est que
tu peux plus te comporter comme un épais, là, parce qu'il y a tellement de gens qui font ça. Il y a tellement de partenaires différents à travers le cheminement pour avoir un one-man show. Tu peux pas te permettre d'être un trou de cul. Tu peux, mais ça durera pas longtemps. Là. Puis, Fight me. Puis, est-ce que c'est... Tu vas y aller jour le jour? C'est-tu temporaire, ton retour sur la scène? Ou ben non, c'est... Tu sais, t'as écrit quelque chose, puis là, tu le roules. Là, j'ai l'opportunité... T'as-tu retrouvé cette passion-là? T'sais, parce que t'étais allé à l'école quand t'avais quand même cette passion-là de vouloir devenir humoriste. Ouais. T'as mis ça de côté pendant des années. Ben, t'as fait du contrat de gars, mais tu sais, vraiment du stand-up sur scène. Là, tu reviens sur scène. Ouais, c'était comme une chose... C'était une chose que j'avais envie de pousser au maximum. Je voulais me rendre au stade du one-man show. On l'a fait vite, parce que c'est arrivé. Écoute, j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai écrit des affaires, finalement, ça marchait. Rodage. Le one-man show, ça fonctionne bien. Je réalise aussi maintenant que j'ai 40 ans, je suis diabétique, j'ai un enfant, j'ai aussi une école de photo, j'avais la fondation à un certain moment donné. C'est beaucoup. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix parce que je peux pas tout faire. Puis je dirais que j'ai beaucoup d'admiration maintenant pour mes collègues du domaine de l'humour pour toute la partie faire de la route puis être tout seul. Ouais. Je le savais que ça faisait partie du deal, puis je veux pas me plaindre que c'est difficile parce qu'il y a plein d'autres métiers que je ferais pas. Je pense aux gens qui sont en santé, je pense à des camionneurs, je pense aux gens qui travaillent manuellement, tu sais. C'est pas difficile, mais mentalement, mettons, je sais que je vais m'en faire un stretch en Abitibi de 6 jours, je vais être avec mon tech, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, faire des affaires dans sa journée, tu sais, j'aime ça aller marcher, j'aime ça aller faire des photos, tout ça, c'est un endroit que je connais moins, il y a moins de gens, tout ça, j'ai super hâte. Moi, j'adore cet aspect-là de la route parce que je découvre des endroits au Québec. J'amène mon appareil photo, je vais même booker des ateliers de photo là-bas, je vais m'amuser, mais je vais être loin de ma fille pendant 6 jours, je vais être loin de la maison, je serai pas dans mon confort alimentaire parce que j'ai plein d'allergies puis je suis diabétique. Fait que ça, pour moi, c'est très challengeant parce que c'est une charge mentale 24 heures sur 24. Je suis parti au Japon avec ma fille il y a quelques temps. Puis même affaire, là, tu sais, la bouffe, les allergies, le diabète, le décalage, ça occupait comme 30-40% de mon espace mental. J'en ai vraiment bien profité puis tout ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a des aspects de ce métier-là que je trouve rough. Mais faire le show sur scène, c'est vraiment le fun. Parce que moi, je suis là pour divertir le public. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait que le public, les gens, des fois, sont plus drôles que moi. Fait que je vais faire une joke, il y a un qui surenchère sur ma joke, puis j'adore ça. Pour moi, j'aime beaucoup l'échange. Okay. Mais c'est pour ça aussi que j'aime enseigner, parce que les gens me posent des questions, puis j'échange sur ma passion de la photo. Fait que, je sais pas, man. Je fais des affaires comme ça vient, puis à un moment donné, quand j'ai plus de plaisir, ou tu sais, ce que j'avais dit à mes producteurs, c'est si ça vend pas, on tire la plug, là. Puis je vais le dire, j'ai tiré la plug parce que ça vend pas. Je suis pas là. Mais si jamais ça arrive, moi, je suis pas gêné de dire, ben ça marche, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, en ce moment, je suis content et satisfait de ce que j'ai fait. Je l'ai fait, je sais c'est quoi. Je continue les dates qui sont annoncées. Puis, écoute, j'ai fini là, cette année à Québec, au Petit Champlain, ma salle préférée au Québec. Puis c'est tellement le fun. C'est vraiment, vraiment un privilège de faire ça. Mais je vais-tu faire ça encore pendant 10 ans? Je pense pas. Ben moi, je suis content et satisfait que tu sois venu ici. Ça, c'est smart. Fight me. Fight me. Hein? Merci bien, gros. Ça fait plaisir. Regarde, on te suit encore ces réseaux, on te suit je vais lire ton spectacle. Livre. Tu liras mon livre. C'est un bon livre. Peut-être que tu vas trouver des trucs pour t'abattre, finalement. Ouais. Ben, j'aimerais ça. Fight me. Parce que je trouve que c'est utile se battre dans la vie. Ça donner des coups de poing. Ça règle tout. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, tu donnes un coup de poing, là. Femme-là à part. La madame a dit, je voulais juste savoir si c'était pour remporter ou pour ici. Tu sais, régler des affaires, là. Hey, bonne journée. On se bat-tu? Tu te bats-tu des fois avec tes invités? Non, c'est pas arrivé encore. Tu vas-tu inviter quelqu'un avec qui tu pourrais te battre? Je pourrais. Georges est venu. Ouais? J'ai une question. Vous étiez dans le même... Puis là, non, c'est pas fini encore, OK? On laisse rouler ça. Toi puis Georges, là, vous étiez la même catégorie de points à un certain moment donné. Ouais. Georges était parti à ce moment-là. Toi, t'étais là. Il arrive quoi si vous vous battez ensemble, mettons? Il me pète la gueule. Mais, OK. T'es convaincu de ça? 100%. Mais tu rentres dans un octogone avec, je veux dire, si tu y vas, c'est parce que tu penses que t'as une chance. Je pense pas qu'il me pète la gueule. Je pense qu'il me bat. Je pense qu'il me domine dans ses forces. Tu sais, on a fait beaucoup de boxe ensemble chez les Frères Grant. Boxe, ça allait bien. Si on met tout ensemble, avec la lutte, surtout la lutte, le jiu-jitsu, Georges qui est sur toi, pas le fun. Fait que, non, mais c'est ça. C'est pas moi qui va amener Georges à terre. Là, fait que, dans un combat d'arts martiaux mix, même je peux te dire une fois sur 20, je vais gagner, je ne passerai pas.
Fait que ça veut dire que toi, t'es dans la catégorie des 170. Lui aussi, il évolue dans les 170. Si vous êtes dans un timeline où vous êtes les deux là-dedans. Mais on s'est déjà dit, tu sais, il y a tellement de monde. Si on est rendu pour un title fight, on va se battre un contre l'autre. C'est jamais arrivé. Là. Mais, tu sais... Mais est-ce qu'il y a des. Y a-tu des gars qui restent, mettons, je sais pas moi, 9e, 10e, 11e, puis qui peuvent gagner leur vie avec ça en faisant des combats puis en restant toujours là où l'objectif, c'est toujours d'être numéro 1 parce que c'est juste là que ça c'est toujours paye. d'être numéro 1, mais à un moment donné, tu viens, il y a un terme qui s'appelle gatekeeper, que tu es un gros nom, tu as eu des bonnes années, mais tu n'auras jamais de combat de championnat du monde. Il y en a qui restent ça parce que Comme moi, mettons. Ils ont beaucoup d'expérience, puis là, maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'organisation, ils ont établi une espèce de prix plancher de contrats qui vont faire quand même beaucoup de sous là, OK. Pour finir leur carrière, mais ils savent qu'ils ne peuvent plus aspirer à un combat de championnat du monde. OK, fait qu'il y a quand même des gars qui font genre du 9 à 5 de UFC puis qui gagnent leur vie. Genre. Ils sont au bureau le matin, ils font des emails, puis l'après-midi, ils décochent des coups de poing à du monde. Je te regarde, si tu veux le voir de même, là, c'est ton choix. C'est nice, ça. OK, ben je pense que je vais commencer à m'entraîner, puis on verra. OK. Mais là, moi, je pèse là, 180 en ce moment. Faudrait que je me battre à combien? Tu te battre à 155. Oh my God, man. Ah, c'est ça. Parce que c'était pas un gros 170, mais t'as dit tout de suite. 180? 185? Je pèse... Non, attends, je pèse 183. Vrai, tu t'en vas te battre à 185 livres de là. Je me fais tuer, là. C'est comme si je me battais avec ma fille. Pauvre rap. C'est la même pauvre rap. C'est le même gabarit quasiment. Là. Les gars à 185 au UFC sont énormes. Énorme. Mais c'est pas juste. Ils vont-tu arrêter ça à un moment donné, la coupe de poids? Ils vont-tu faire comme combien tu pèses, battez-vous? Ben, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir plus un règlement sur le pourcentage du body weight que tu peux pas perdre. La différence entre le poids du combat et la pesée. Je pense que ça va arriver. Parce que si je suis fou, là, vraiment, là, je pèse 200 à la base, puis j'essaie de me battre dans les 140, je peux le faire. Tu peux essayer. Mais mettons, j'y arrive, là. Ouais. Je descends à 140 pour la peser. Puis là, je remonte... déshydraté de 60 livres? Ouais, puis là, je remonte à 200 lendemain. T'as rien compris. Mais non, mais je pisse genre toute la nuit, là. Je me pèse sa queue. Tu vas pisser du sang, d'après moi. Ça marchera pas. Hey! C'est pas comme un rouleau de... C'est pas comme un tube de dentifrice. Ça se finit comme ça. Les bonnes soirées, tout le monde.